Donc, cette première présentation est dédiée à l'intérêt de la réalité virtuelle pour une approche naturaliste et incarnée de la mémoire épisodique. Et donc, je vais essayer de vous montrer en quoi la réalité virtuelle peut être vraiment intéressante, au-delà du côté novateur, du côté, on va dire, technologique. Donc, il y a vraiment un réel intérêt, on va dire, théorique, fondamental et bien sûr après clinique et dans ses applications dans le domaine notamment de la santé. Mais je vais essayer de vous retracer l'intérêt de cette technique pour l'étude de la mémoire épisodique. Alors, tout d'abord, bien sûr, qu'est-ce que la mémoire épisodique ? Donc, tous les souvenirs d'épisodes que vous avez depuis le plus jeune âge sont dans votre mémoire épisodique. Une mémoire épisodique peut-être plus particulière puisqu'elle vous parle d'autant plus, donc on pourrait dire une mémoire épisodique autobiographique. Et c'est vrai que lorsque la mémoire épisodique est à très long terme, souvent elle est de type autobiographique. Donc, qu'est-ce qui caractérise vos souvenirs? Eh bien, vous avez des images mentales. Et souvent, dans ces images mentales, vous les revivez à la première personne, du même point de vue que lorsque vous avez vécu l'épisode. Donc ça caractérise. Mais également, vous voyez que vous allez faire des sélections dans toutes les images que vous allez donc engrammer au fur et à mesure. Et donc, cette sélection eh bien, caractérise l'œuvre de l'oubli des choses peu importantes et au contraire de la sélection, de la consolidation des choses qui vont aller nourrir votre sentiment d'identité. Donc, cette mémoire épisodique également, eh bien, elle est multimodale, hein, donc elle utilise tous les sens, y compris donc le toucher. Donc, c'est vraiment quelque chose de très riche, associatif, et c'est pas seulement la mémoire du quoi. Donc, la mémoire d'un mot, par exemple, c'est la mémoire d'un épisode. Et donc, un épisode, c'est caractérisé par quoi? Par le quoi, le où, le quand, le comment. Donc, c'est vraiment un élément qui est très important, le côté associatif qui caractérise cette mémoire épisodique. D'un point de vue neural, elle implique bien sûr, comme la plupart des systèmes et des mémoires, un ensemble de régions, un réseau. Mais néanmoins, dans ce réseau, il y a quelques régions particulièrement importantes, telles que l'hippocampe. Notamment, c'est l'hippocampe qui assure l'association entre tous les composants de cet épisode. Et puis, vous avez également des éléments préfrontaux qui caractérisent notamment le fait que c'est important pour vous. Et puis également les stratégies d'encodage et de récupération pour aller retrouver l'épisode. Et puis, vous avez toutes les régions impliquées dans l'imagerie mentale qui vous permettent justement d'avoir tous ces films de votre vie. Et donc, c'est plutôt des régions postérieures telles que le cuneus et le précuneus. Alors, qui a beaucoup travaillé et œuvré sur la mémoire épisodique? Je pense que vous le connaissez, en tout cas ceux parmi vous qui travaillent dans le domaine de la mémoire, de la neuropsychologie ou de la psychologie cognitive. C'est Handel Tolving, qui est estonien et qui a vécu des dizaines d'années, donc il y a vraiment même plus de 50 ans qu'il vit au Canada, et donc il a vraiment caractérisé, défini le concept de mémoire épisodique. Donc là, je vous donne un petit bout de définition assez relativement récent dans le modèle de Tolving, puisque le premier papier sur la mémoire épisodique, ça date de 1972. Donc là, vous avez une définition issue d'un papier de 2002. Donc, la mémoire épisodique, ça permet l'encodage, la consolidation et surtout la reviviscence, puisque pour Tolving, le principal aspect de la mémoire épisodique, c'est ce qui se passe lors de la recollection. Et donc, la recollection consciente des événements personnels dans leur contexte spatio-temporel et phénoménologique, c'est-à-dire de quelle façon interne nous avons vécu l'épisode, donc nos émotions, nos pensées, par exemple, qui ont été associées à l'épisode extérieur vécu. Donc, il y a à la fois des détails internes, mais également des détails externes, notamment spatio-temporels. Et ce qui caractérise pour Tolving le fait d'utiliser toujours la mémoire épisodique lorsqu'on récupère un épisode, c'est le fait de revivre cet épisode. C'est-à-dire, si je peux raconter un épisode, mais finalement je suis déconnectée de la capacité de revivre cet épisode, alors je n'utilise plus, en tout cas pour Tolving, ma mémoire épisodique. J'utilise une mémoire déclarative
qui pourrait être tout à fait sémantique, comme je pourrais raconter une récitation, par exemple. Donc, dans ce système, comme je vous l'ai dit, l'association est très importante. La conscience de soi, c'est ce que Tolving appelle la conscience autonoétique. Donc, j'ai conscience de moi en tant que personne qui a vécu cet épisode. Donc, ça parle de moi. Donc, il y a vraiment une inscription de moi-même dans l'acte d'encodage et dans l'acte de récupération. Et puis, il y a aussi l'aspect, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, l'aspect que cette mémoire nous permet de nous projeter dans le temps, donc le passé, on s'en doute, mais également d'imaginer le futur. Et donc, c'est un système vraiment très, très riche. Alors, bien qu'il existe ce concept depuis 1972, que Tolving lui-même l'a raffiné jusque dans les années 2000, eh bien, il y a toujours des papiers, des chercheurs qui travaillent sur la mémoire épisodique. C'est toujours un point de débat, un point d'intérêt crucial de travailler sur cette mémoire épisodique. Et donc là, je vous ai mis quelques papiers récents qui s'intéressent aux bases cérébrales ou cognitives de la mémoire épisodique, qui proposent des revues et surtout qui s'intéressent aussi de comment, c'est ça qui va nous intéresser, comment essayer de mieux l'appréhender, comment essayer en laboratoire de mieux étudier cette mémoire épisodique, avec l'idée que finalement, on a une définition très riche, mais les moyens que l'on utilise pour tester cette mémoire sont relativement simples. Notamment, c'est souvent la mémoire d'images que l'on va apprendre ou la mémoire de mots que l'on va faire apprendre. Et donc, vous voyez que généralement, il n'y a que le factuel, le quoi, qui est demandé dans l'apprentissage, alors que vous avez vu que cette mémoire épisodique est bien au-delà du quoi. Comme si finalement, il y a comme un gap entre la définition et les outils encore utilisés. Alors peut-être moins dans le cadre du laboratoire parce que les chercheurs vont essayer d'avoir des paradigmes un peu plus sophistiqués et au moins associatifs ou au moins recollectifs, c'est-à-dire s'intéresser à l'introspection, le mécanisme mis en jeu de conscience par le sujet lorsqu'il récupère l'information, mais néanmoins, on est très loin d'un épisode comme dans la vraie vie et comme finalement dont parle Tolving dans sa définition. Alors, en effet, là, je vous ai mis quelques outils standards que l'on peut utiliser soit en neuropsychologie, par exemple, classique, mais également en évaluation cognitive des capacités d'apprentissage ou des capacités de consolidation et de récupération. Donc, au mieux, vous avez, par exemple, des tests sur des visages, sur des scènes. Et donc, une scène, au moins, il y a au-delà du factuel. Vous avez, par exemple, ici… alors, je sais comment je vais faire pour pointer, par exemple, parce que là, je pointe là. OK. Donc, là, vous avez, par exemple, une scène. Au moins, il y a le personnage, il y a son action, le qui et le où. Donc, vous avez quand même une association. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez simple par rapport à un épisode vécu de la vraie vie. Donc, on peut se dire, et c'est ce que se posent actuellement les chercheurs, soit en sciences cognitives ou en neurosciences, comment pouvoir étudier cette mémoire d'une manière contrôlée, bien sûr, mais qui soit beaucoup plus proche de la vie quotidienne. Donc, il faudrait des situations plus riches et diversifiées, qu'il y ait le voyageur, c'est-à-dire la référence à soi, l'émotion associée, le contexte spatio-temporel, un contexte écologique qui ressemble aux événements de la vraie vie. Normalement, on ne fait pas exprès d'apprendre ou d'encoder les situations de la vie quotidienne. C'est un encodage incident. Finalement, si l'on retient les éléments, c'est parce que notre attention va être interpellée parce qu'il y a on va dire une adéquation avec nos intérêts personnels, par exemple, et puis il faut que les délais de rétention soient très longs, puisque je vous rappelle qu'on appelle mémoire à long terme, donc la mémoire épisodique est une mémoire à long terme, le maintien d'une information de 1 minute à la vie entière. Donc, vous voyez que, bien sûr, il faut tenir compte de cela. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'essayer de tester une trace un petit peu plus riche et qui ressemble aux événements de la vraie vie? Eh bien, on peut se dire que la réalité virtuelle peut être un paradigme, un outil méthodologique qui nous offre des possibilités d'aller
bien qu'on peut rester en laboratoire et donc on peut toujours contrôler tous les éléments, mais aller vers une richesse de la trace qui ressemble donc au contexte de la vraie vie. Alors, un des premiers à avoir souligné, averti les chercheurs sur ce danger de se limiter au laboratoire et de se limiter à des paradigmes un peu simplifiés, c'est donc Ulrich Neisser lui-même, qui lui finalement propose dans les années 1970 d'aller étudier des phénomènes de la vraie vie comme les faux témoignages par exemple ou la mémoire autobiographique. Néanmoins, contrôler tout dans la vraie vie est un enjeu difficile, puisque dans la vraie vie, il y a plein d'éléments qui sont difficiles à contrôler. Alors, d'autres auteurs, tels que Loomis et collaborateurs, en 1999, proposent que la réalité virtuelle pourrait être un bon compromis entre la vraie vie et le laboratoire, puisque l'on peut avoir une validité écologique importante. On peut avoir une validité écologique importante et en même temps un contrôle expérimental. Et donc, dans sa première revue de littérature, Loomis, comparant réalité virtuelle, stimuli sur ordinateur et tests standards papier-crayon, eh bien, conclut sa revue de littérature en considérant que les paradigmes présentés en réalité virtuelle, et donc à l'époque, par exemple, en ce qui concerne la mémoire, c'était souvent la mémoire spatiale, gagne en validité écologique, mais également en contrôle expérimental. Donc, la réalité virtuelle, pour ceux qui ne savent absolument pas ce que c'est, je ne vais pas faire du tout un cours sur une conférence sur la réalité virtuelle en tant que telle, en tant qu'outil, mais quand même, c'est une technologie donc numérique 3D qui permet donc d'immerger des sujets et pour lesquels ils vont pouvoir interagir avec des environnements. Point important, il faut que cette interaction et cette immersion soient en temps réel, puisque c'est ça qui donne le sentiment de réalité, le sentiment de présence dans l'environnement. Il faut bien sûr qu'il y ait une activité sensorimotrice, c'est-à-dire être face à un environnement et n'avoir aucune interaction. Finalement, ce n'est pas vraiment de la réalité virtuelle. Il faut vraiment que le sujet puisse contrôler une certaine forme d'interaction avec l'environnement. On va voir qu'il existe des degrés très différents. Ça peut être le joystick jusqu'à un cyberglove et bien sûr un écran ou des lunettes donc, de réalité virtuelle. L'immersion doit être multisensorielle. Donc, en général, il y a la vision, l'audition et le sensorimoteur. On commence à essayer d'intégrer aussi l'olfaction, par exemple. Ça permet une grande flexibilité pour le créateur d'environnement, puisqu'on peut tout imaginer. Donc, c'est très motivant d'un point de vue créatif. Et donc, je voulais vous parler, pour finir sur une définition, de Philippe Fuchs, qui est en France donc un des chercheurs de l'école des mines, qui a vraiment beaucoup œuvré pour développer la réalité virtuelle d'un point de vue technique, mais également pour donc essayer de promouvoir l'utilisation de la réalité virtuelle dans des multidomaines, dans les domaines vraiment de la santé jusqu'à l'industrie, par exemple. Et donc, vous avez le traité de réalité virtuelle que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, il y a une nouvelle version et vous avez 5 tomes où vous avez vraiment la Bible de la réalité virtuelle et en français. Donc, pour Philippe Fuchs, lorsque l'on veut immerger un sujet dans un environnement virtuel, il faut se poser quelques questions. C'est ce qu'il appelle les 3 I. D'abord, pourquoi donc immerger? Donc, bien sûr, il faut que ce soit pertinent pour la question posée et il faut absolument que l'interaction, comme je vous le disais, soit en temps réel. Comment cette immersion est proposée? Il faut qu'elle soit naturelle. Être naturelle, ça ne veut pas dire forcément qu'elle soit à 100% immersive, mais en tout cas, il faut qu'elle soit pertinente
du point de vue du sujet. Il faut qu'il ait l'impression que ce qu'on lui propose, eh bien, peut être en résonance avec quelque chose qu'il serait amené à réaliser dans la vraie vie. Et puis, il faut qu'il y ait une interface comportementale. Et donc, cet ensemble des 3 I va déterminer le sentiment de présence que va pouvoir avoir le sujet dans l'environnement. Donc, avant même de proposer des environnements, il faut bien sûr se poser la question du dispositif que l'on va mettre en place pour donc réaliser tel ou tel paradigme. Alors, ces atouts en sciences cognitives, j'en retiendrai 3. Donc, d'un point de vue, le premier, c'est le contexte écologique. Donc, c'est le premier atout auquel on pense, c'est-à-dire de pouvoir proposer des environnements qui simulent la réalité. Et notamment en sciences cognitives, on peut avoir donc l'intérêt plutôt de proposer des contextes qui ressemblent à la vraie vie plutôt que de mettre une personne dans un environnement où elle vivrait des expériences impossibles, quoique en sciences cognitives, par exemple, pour mieux comprendre eh bien, le rôle du corps, par exemple, eh bien, on va au contraire proposer des environnements impossibles, des conditions impossibles pour voir comment s'adapte le corps. Mais en général, dans nos domaines, c'est plutôt le fait de faire un contexte plutôt très proche de la réalité qui est l'intérêt, notamment si à la fin, c'est plutôt d'avoir une augmentation du transfert de ce qui est réalisé ou appris dans l'environnement à la vraie vie. Donc, on va plutôt vouloir déjà amorcer le comportement avec un environnement très proche de la vraie vie. Et puis également, on sait très bien que si on propose un environnement réel et qu'on étudie un comportement, plus il est proche de la réalité et plus finalement vous allez pouvoir prédire bien comment peut se comporter le sujet dans la vraie vie. Et si on parle de patient, le type de difficulté que peut ressentir un patient dans la vraie vie, d'autant plus si l'environnement que vous avez proposé ressemble à des activités qu'il pourrait réaliser. Donc, on verra, ça peut être se promener dans une ville, ça peut être faire ses courses, ça peut être aller dans un musée, etc. Donc, toute activité que l'on peut être amené à faire dans la vraie vie. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, je vous ai présenté, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, certains dispositifs. Donc, ça va des plus bas en termes d'interaction et d'immersion, et puis ça va jusqu'au plus haut. Donc, bien sûr, vous allez voir que même dans ce que je vais vous présenter, ce n'est pas toujours des dispositifs de très haut niveau qui sont proposés. Vous avez également, notamment actuellement encore dans le domaine clinique, vous avez encore des environnements virtuels qui sont relativement peu immersifs et peu interactifs. Donc, j'appelle peu immersif et peu interactif un grand écran, par exemple, et un joystick pour se déplacer. Donc, versus, bien sûr, un casque de type HTC Vive ou Oculus Rift ou autre chose, et avec des manettes pour se déplacer, ou carrément, comme on le verra avec certaines présentations, votre corps étant lui-même finalement bien le moyen de vous déplacer dans l'environnement virtuel. Et donc là, on parle de très haute immersion et interaction. Donc ça, c'est le premier élément donc très important, donc le contexte écologique. Le fait de pouvoir étudier, notamment, on verra la mémoire épisodique de façon naturaliste, et donc là, c'est un des points forts. Également, deuxième point fort, c'est le fait de vraiment s'intéresser à la personne tout entière qui est en train de réaliser un acte d'encodage, par exemple. Et donc là, ça resitue vraiment la personne dans son entièreté dans l'acte d'encodage, et donc beaucoup plus facilement que si la personne est face à un écran d'ordinateur. Et donc, on est dans une perspective de cognition située et incarnée, par exemple. On peut s'intéresser aussi au rôle de la conscience de soi corporelle dans l'encodage ou le traitement d'une information, et puis également la flexibilité des points de vue, c'est-à-dire qu'en réalité virtuelle, on peut tour à tour être donc soit en première personne, soit être en troisième personne, soit être incarné dans une représentation de soi-même, soit être incarné dans une représentation d'autrui. Et donc, ce mouvement de perspective peut permettre, bien sûr, énormément d'intérêt pour la mémoire épisodique et bien sûr pour d'autres éléments de la cognition qui vous seront présentés tout au long de la journée.
Alors, ça, c'est un petit tableau, je ne vais pas revenir là-dessus, mais si on essaye de voir en comparant milieu naturel, laboratoire et réalité virtuelle, eh bien, on voit que la réalité virtuelle est plus du côté milieu naturel que du côté laboratoire. Il y a vraiment un gain à s'approcher d'une vraiment une impression naturaliste d'étudier le comportement. Alors, je vais d'abord, pour le premier point, puisqu'il faut essayer de valider ce que l'on dit, et donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a eu quelques études, et notamment au départ sur la mémoire spatiale, qui ont créé des environnements donc en réalité virtuelle, mais qui étaient des simulations d'environnements donc réels, et donc de pouvoir regarder si les comportements spatiaux étaient comparables dans la version virtuelle et dans la version réelle. Donc ça, il y a déjà tout un historique de ce genre de comparaison. Néanmoins, dans le domaine de la mémoire épisodique en tant que telle, il n'existait pas encore ce type d'étude de comparaison. Donc, dans une première étude, nous avons donc réalisé ce type de comparaison en immergeant. Alors là, il s'agit de réalité virtuelle très immersive et interactive avec un casque dans un environnement virtuel simulant la gare Saint-Michel à Paris versus donc une immersion réelle dans la vraie gare Saint-Michel. Donc, bien sûr, nous avions créé donc d'une manière très détaillée la gare Saint-Michel grâce à une collaboration avec donc la SNCF. Et donc, nous avons comparé, donc soit en réel, soit en virtuel, le comportement de prise de décision, de trouver un point d'arrivée assez complexe à trouver. Nous avons comparé des experts de comment ça se passe dans le RER et puis des novices, des personnes qui ne prennent jamais le RER, donc pour essayer de travailler sur le niveau d'expertise et donc la charge mentale pour réaliser la tâche. Et puis, nous avons comparé 3 types de mesures. Une mesure subjective de la charge cognitive vécue pendant la tâche, une mesure d'encodage incident, donc sans avoir dit aux personnes qu'on allait tester leur mémoire des éléments saillants pendant leur parcours, et puis des mesures implicites, donc avec la réponse électrodermale. Alors, voici un petit peu tout le décours de notre construction. Et là, je vais vous montrer donc un petit extrait. Alors, ça marchait tout à l'heure, bien sûr. Voilà, donc la personne suit vraiment tout le trajet pour essayer de trouver le point d'arrivée dans la gare. Donc, je vais passer. Alors ici, vous avez les résultats en termes de mémoire incidente, donc une mémoire épisodique, hein, c'est-à-dire la mémoire des événements que la personne a pu croiser. Alors un événement, ça peut être croiser la boutique de journaux, ça peut être croiser un panneau, hein, mais en tout cas, c'est un événement dans le sens où il y a un quoi, mais il y a aussi un contexte spatio-temporel et il y a également la reviviscence que la personne va pouvoir être capable de mettre dans le fait de revivre son parcours dans la gare. Donc, vous avez en violet foncé donc ceux qui ont l'habitude de prendre le RER et vous avez en parme ceux qui ne le prennent jamais. Donc, bien sûr, on retrouve l'effet d'expertise, hein, c'est-à-dire les experts sont meilleurs pour avoir capté tous les détails événementiels qui étaient, parce que la charge cognitive était bien sûr moins élevée que ceux qui découvraient finalement la gare. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène d'expertise, comme vous pouvez l'observer, est tout à fait le même
dans la version réelle et dans la version virtuelle. Donc ça, c'est un élément intéressant puisque ça valide le fait que lorsque vous étudiez la mémoire épisodique dans un environnement virtuel, eh bien, vous êtes assez proche de ce que vous pourriez observer dans un environnement réel. Alors, d'un point de vue aussi de la réponse électrodermale, donc une mesure donc implicite, on retrouve aussi l'effet d'expertise, donc avec notamment le passage le plus difficile pendant le parcours où les experts eh bien, ont eu une réponse électrodermale moins importante que les novices, mais comme vous pouvez l'observer, nous avons le même décours, donc le même décours temporel de la réponse électrodermale et donc le même effet d'expertise qu'il s'agisse de la réalité virtuelle ou de la version réelle. Et puis ici, vous avez la charge cognitive et là aussi encore, on retrouve un effet d'expertise et on retrouve la même chose dans la version réelle et virtuelle. Donc, cette première étude suggère bien qu'on peut valider le fait d'étudier la mémoire épisodique en réalité virtuelle, une mémoire événementielle, et que on a de la chance de pouvoir s'approcher d'un comportement que l'on pourrait étudier dans la vraie vie. Alors, pour commencer maintenant à vous proposer quelques études sur la mémoire épisodique, je commence par finalement une méta-analyse, une revue très récente de Smith. Alors, on voit peut-être pas très bien. Donc, c'est Smith de 2019 qui a fait un état de l'art sur la réalité virtuelle et l'utilisation pour étudier la mémoire épisodique. Donc, vous avez 3 éléments de conclusion de sa revue. L'intérêt de la validité écologique, notamment en regardant que généralement les études montrent un transfert au réel ou montrent aussi la sensibilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir mieux distinguer par exemple, un groupe pathologique par rapport à un groupe contrôle ou un effet du vieillissement, par exemple, avec un outil de mémoire épisodique virtuelle que par rapport à des outils standards comme ceux que je vous ai présentés. Et puis aussi, il souligne beaucoup dans sa revue l'effet de l'action. C'est le fait qu'en réalité virtuelle, les études ont montré que lorsque vous êtes actif lors de l'encodage, eh bien, vos performances sont bien meilleures que lorsque vous êtes passif, et donc suggère bien que l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est de proposer un encodage actif comme dans la vraie vie. Alors, les premières études sur la mémoire épisodique, donc je ne parlerai pas de la mémoire spatiale, hein, bien sûr, puisque ce n'est qu'un des aspects de la mémoire épisodique, la mémoire spatiale. En plus, la mémoire spatiale n'est pas toujours épisodique. Donc, je vais vraiment me concentrer sur la mémoire épisodique avec quelques études. On peut considérer que le premier auteur, la première équipe à vraiment avoir utilisé la réalité virtuelle pour tester la mémoire épisodique, eh bien, c'est le groupe de Burgess à Cambridge qui a vraiment utilisé, détourné un jeu qui, à l'époque, s'appelait le jeu Doom, où il s'agissait avec une mitraillette de tuer tous les avatars dangereux. Donc, il a détourné ce script et il en a fait un outil d'évaluation de la mémoire épisodique. Donc, dans cet outil, alors bien sûr, il a plein de papiers où il a finalement utilisé ce jeu pour étudier la mémoire spatiale, puisque le thème de recherche principal de Burgess, c'est la mémoire spatiale. Néanmoins, il a aussi, après, décliné pour étudier la mémoire épisodique. Et donc, dans l'environnement, il y avait des lieux où les sujets recevaient d'avatars. Alors, il y avait 2 avatars, un homme ou une femme, des objets différents, et il y avait quelques pièces différentes. Donc, vous aviez quand même une certaine spécificité, et donc on peut considérer que c'est un épisode, un objet, ou dans un lieu particulier, et qui, un avatar particulier. Donc, une association, quoi, ou qui. Et il a montré que plus les sujets étaient bons pour faire la bonne association, et plus ils activaient leur hippocampe. Donc, c'était un élément de signaler que l'hippocampe sert justement à l'association d'informations multimodales dans l'épisode. Alors, en France, il y a eu différentes approches de la réalité virtuelle pour la mémoire épisodique. Je présente une approche qui est celle, finalement, de reprendre les outils standards, mais de les proposer, de les transférer en réalité virtuelle
pour gagner le côté écologique, le côté ludique et notamment le côté actif qu'il n'y a pas forcément en papier-crayon. Et vous avez par exemple le groupe de Bordeaux avec Hélène Sauzéon qui a développé une version virtuelle du California Verbal Learning Test pour ceux qui connaissent ce test. Et donc il s'agissait d'un appartement où des objets étaient placés dans les différentes pièces de l'appartement et donc les sujets devaient retenir les objets qui appartenaient à 4 catégories, exactement comme dans le California Verbal Learning Test. D'ailleurs, ils retrouvent les mêmes profils, les mêmes effets de l'âge et ils montrent que là, les personnes qui ont navigué activement dans l'appartement virtuel, eh bien, ont des performances qui sont plus proches de la réalité que ceux qui étaient passifs par rapport à leur navigation dans cet appartement. Alors, vous avez plus récemment un groupe au Canada avec Sylvie Belleville qui a également repris la mémoire d'objet. J'appelle ça la mémoire d'objet puisque vous voyez que on demande seulement de restituer le contenu factuel, l'objet. Il n'y a pas dans ces études-là, comme dans le vrai California Verbal Learning Test, de mémoire contextuelle. Donc, les auteurs restent là-dessus. Eh bien, plus récemment, il s'agit là de faire ses courses dans un magasin, un supermarché. Donc, c'est le même principe. Et par contre, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les auteurs ont proposé à des jeunes et des âgés, avec un casque immersif, de réaliser la tâche. Et donc, le mérite a été de voir qu'on pouvait très bien présenter à des personnes âgées un environnement virtuel de manière très immersive sans qu'il y ait une cinétose trop importante pour rendre la tâche complètement obsolète et incapable d'être réalisée par des sujets. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif et ils ont retrouvé des effets de l'âge standards et aussi des corrélats avec la plainte cognitive dans la vraie vie et notamment la plainte mnésique. Alors, vous voyez que ce papier, il date de 2018. Alors, néanmoins, je vais revenir un peu en arrière. Alors, je ne sais pas comment on met moins fort. Voilà. Je reviens un peu en arrière parce que finalement, ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais finalement, nous sommes le premier groupe à avoir proposé en réalité virtuelle une tâche de mémoire épisodique de type événementiel, c'est-à-dire le quoi, le où, le quand, dans un contexte assez écologique, puisqu'il s'agit de se balader dans une ville où il se passe des événements saillants, donc assez remarquables. Et le sujet, donc, selon que la phase d'encodage est incidente ou intentionnelle, va devoir rappeler ou reconnaître l'ensemble des événements qu'il a pu croiser ou avec qui il a pu interagir dans l'environnement et donc rappeler quoi? Le où, égocentrique, allocentrique, le quand, donc la séquence temporelle et des détails perceptivo-sensoriels et après indiquer son état phénoménologique lorsqu'il réalise la tâche. Donc, cette mesure nous permet de calculer ce qu'on appelle un score de binding, un score d'association, un score quoi, où, quand, détail et auquel on peut en plus ajouter la phénoménologie. Et donc, c'est ce type de paradigme que l'on a mis en place donc, il y a un peu plus de 10 ans. Le premier papier, vous allez le voir, date de 2010. Et donc, depuis, on l'a proposé de l'enfant, de 5 ans jusqu'à très âgé, dans moult pathologies, qu'elles soient plutôt neurologiques ou plutôt psychiatriques, et qui a montré, bien sûr, une certaine consistance de ce paradigme, puisqu'il permet de distinguer, vous allez le voir, les groupes pathologiques par rapport au groupe contrôle, et puis les effets de l'âge, et qu'il est plus sensible, bien sûr, aux autres types d'outils. Alors, c'est quoi un événement spécifique? Un événement spécifique, vous en avez quelques-uns à l'écran, donc vous en verrez un là, par exemple. Voilà, c'est quelque chose que l'on croise, mais qui est riche, qui est vraiment pas seulement un objet, mais qui est vraiment une scène, alors qui bouge, bien sûr, c'est une vraie scène avec de la musique, avec du son, donc il y a toujours une approche très multimodale. Et vous avez vraiment la possibilité de dire plein d'éléments très détaillés, pas seulement le quoi, mais voilà, la couleur des choses, le nombre des personnes, où ça s'est passé, etc.
Alors, comme je vous le disais, donc ce paradigme, donc initié en 2010, on continue à le décliner jusqu'à maintenant. Et donc, c'est un petit peu cette histoire que maintenant je vais vous raconter. Donc, je vais commencer par l'enfant, mais les enfants n'ont pas été notre première population, mais bon, pour aller dans l'âge chronologique. Et donc, chez les enfants, on a des outils, hein, et vous allez voir que les outils, pour ceux qui connaissent la neuropsychologie de l'enfant, lorsqu'on veut que l'outil soit un petit peu plus riche et ressemble plus à la mémoire épisodique de la vie quotidienne, eh bien, on va aller plus vers la mémoire des images ou la mémoire de scènes plutôt que la mémoire de mots ou la mémoire d'objets, par exemple. Et donc, vous avez le scène de famille qui peut être considéré donc comme une tâche voilà, relativement bonne puisque vous avez, comme je vous le disais, une association, un score associatif. Nous avons donc proposé aux enfants un encodage incident. Donc, le scénario, bien sûr, c'était pour motiver l'enfant de se balader pour aller donc rentrer dans un immeuble, monter l'escalier et aller dans un appartement où il y avait l'anniversaire d'un petit copain. On lui disait quand même de faire relativement attention parce que peut-être qu'un petit copain pouvait lui téléphoner et lui dire qu'il s'est perdu et donc l'aider à retrouver son chemin. Mais bien sûr, rien du tout sur les épisodes rencontrés sur le chemin. Voici le résultat, hein, je vous la fais courte, mais en tout cas, vous avez vu qu'on a comparé de 6 ans à l'âge adulte et donc vous avez l'outil standard des scènes de famille versus le test virtuel et donc bien sûr la courbe donc développementale est beaucoup plus précise donc en réalité virtuelle que en test standard. Alors, si je vais un petit peu plus en détail, on peut regarder toujours le factuel, les détails, le spatial et le temporel. Et donc, on voit qu'il y a des aspects qui se développent un peu plus rapidement que d'autres. Et notamment, si j'avais ajouté la reconnaissance, on voit que le factuel, finalement, se met en place très rapidement chez l'enfant. Alors ici, je vous ai proposé une tâche d'emprunt multimodal, puisqu'on peut aussi regarder le binding, l'association en mémoire de travail et voir les corrélats avec l'association en mémoire à long terme. Et donc, dans cette étude, on a proposé une tâche d'emprunt multimodal aux enfants et donc on a vu si c'était des médiateurs avec d'autres tâches de cette courbe développementale et en effet, c'était en partie prédictif de cette courbe développementale. Donc, le fait aussi d'associer dans le court terme, eh bien, participe aussi au fait de pouvoir donc associer et maintenir cette association dans le plus long terme. Alors, comme je vous le disais, dans la réalité virtuelle, et nous, dans notre laboratoire, on s'intéresse beaucoup aux aspects de neuropsychologie, donc à l'intérêt dans le monde de la santé. On a donc vu, on a regardé dans plein de pathologies. Et donc, chez l'enfant, par exemple, on s'est intéressé à une pathologie qu'on appelle l'amnésie développementale. Ce sont des enfants qui ont un épisode d'anoxie à la naissance qui va engendrer une atrophie très importante de l'hippocampe sur le côté droit et gauche, donc de façon bilatérale. Pour parler d'amnésie développementale, il faut que cette atrophie soit supérieure de 50% du volume de l'hippocampe. Et donc, il y a chez ces enfants une particularité, alors ils ne retiennent rien dans leur mémoire épisodique, néanmoins ils ont une scolarité normale. C'est-à-dire qu'ils arrivent à apprendre par un autre chemin que le contextuel, par la répétition. Ils sont des experts de la répétition et de l'apprentissage par cœur. Et donc, ils sont tellement bons qu'ils peuvent développer des stratégies. Et par exemple, bon, ils se perdent et ils ne retiennent jamais le chemin pour aller chez eux ou dans leur école, ils se perdent. Ils ne savent pas de quoi on a parlé le jour d'avant, ils ne savent pas de quoi on parlera le jour d'avant, mais par contre, si on leur demande de réciter la récitation, eh bien, ils sont très capables de le faire et les histoires, les leçons d'histoire, etc., ils arrivent à avoir le bac, par exemple, d'une façon normale. Après, ça va se corser parce que pour trouver un métier, la mémoire épisodique peut servir, bien sûr. Donc, il faut qu'ils aient un métier qui va être compatible au fait de ne pas avoir de mémoire épisodique. Et donc là, vous avez Virginie, par exemple, qui, avec un test de mémoire des mots, bien finalement, elle est pas si mauvaise que ça. Elle arrive finalement en reconnaissance et même en apprentissage par l'association justement sémantique, puisqu'elle est très bonne en sémantique, à finalement retrouver dans le moyen terme, on va dire, et
sembler être capable de mettre en mémoire épisodique. Néanmoins, si on utilise des outils comme la réalité virtuelle, et notamment on lui a proposé le même exercice qu'aux enfants que je vous ai présenté, vous voyez que voilà ce qu'elle a pu dire. Elle a pu dire, oui, c'était une ville, il y avait des immeubles, il y avait des voitures et il y avait des personnes comme dans toutes les villes. Donc, finalement, elle n'a absolument pas capté. Alors, pour être honnête, on peut aussi avoir des outils qui ne sont pas de réalité virtuelle, mais qui proposent une association d'engrammer des épisodes. Et ça, c'est une tâche qu'on a mis au point aussi dans mon laboratoire qui s'appelle donc la tâche de la petite maison, où il y a comme un scénario du matin au soir. Et on voit que on peut calculer des scores de binding aussi avec cette tâche. C'est assez écologique parce que c'est une histoire que l'on raconte. Et on voit que, bien sûr, par rapport, alors c'est en violet foncé, Virginie, par rapport au sujet contrôle, elle est mauvaise. Néanmoins, elle n'est pas aussi mauvaise qu'avec la réalité virtuelle. Voilà, ça y est. Alors maintenant, je vais passer au vieillissement, puisque le vieillissement, c'est finalement par là que nous avons commencé. Et donc, nous avons commencé à essayer de voir les effets de l'âge et est-ce qu'on essayait de mieux les montrer avec la réalité virtuelle plutôt qu'avec des outils, puisque pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la neuropsychologie, vous savez que la mémoire épisodique est un prédicteur très fort de l'entrée dans des maladies neurodégénératives de type Alzheimer et donc mieux détecter très précocement des atteintes de la mémoire épisodique est un enjeu bien sûr capital majeur dans le domaine de la santé publique. Alors, dans une première étude, on a fait naviguer des sujets âgés, toujours le même principe, c'est toujours, alors, les villes peuvent changer, bien sûr, les événements peuvent changer, mais c'est toujours le même principe. Et donc là, on a comparé un encodage incident et un encodage intentionnel, des sujets jeunes, des sujets âgés, et on a regardé le niveau de binding dont étaient capables les sujets. C'est-à-dire combien d'associations ils étaient capables d'ajouter à une information factuelle. Un binding de 0, ça veut dire qu'on n'ajoute rien à l'information factuelle. Un binding de 1, on a rajouté une information, deux informations, etc. Et donc, vous voyez qu'avec ce type d'outil, on arrive très bien à cibler que chez les personnes âgées, les bindings, que ce soit en intentionnel ou en incident, sont plutôt de bas niveau, des bindings de une information en moyenne, alors que chez les jeunes, il faut en moyenne 2 ou 3 informations associées au factuel. Et donc, on voit bien qu'il y a, dès l'encodage, la richesse de la trace n'est pas la même dès le départ. Et donc, bien sûr, peut expliquer que la mémorisation s'opère moins bien dans le vieillissement. Alors aussi, dans ce premier papier, donc on avait montré qu'il y avait des corrélats, donc on arrivait à prédire la plainte subjective dans la vie quotidienne des sujets âgés. Et donc, c'était un des premiers éléments qui montrait l'intérêt de pouvoir vraiment s'approcher des difficultés vécues dans la vie quotidienne grâce à des performances obtenues en réalité virtuelle, puisque en parallèle, ces sujets avaient un test standard de type California Verbal Learning Test et il n'y avait absolument pas de corrélat entre les performances recueillies au California Verbal Learning Test et la plainte subjective dans la vraie. Alors, on a fait depuis beaucoup d'études, notamment, par exemple, on a étudié toujours en encodage incident l'effet du rôle du sommeil pour voir si il y avait des différences entre jeunes et âgés. Bon, je passe, mais on a vu que le sommeil continue à bénéficier aux sujets âgés, notamment dans la consolidation, donc c'est assez intéressant. On a très récemment étudié aussi chez les jeunes et les âgés, pas seulement les vrais souvenirs, mais aussi le pendant des vrais souvenirs, c'est les faux souvenirs, donc les erreurs de mémoire. Et donc, on s'est intéressé à l'utilisation de la réalité virtuelle pour pouvoir étudier d'une façon un peu plus naturaliste, la création de faux souvenirs. Alors, pour ce faire, pour ceux qui connaissent, on a utilisé un paradigme assez connu qui s'appelle le paradigme DRM.
de Rodiger-McDermott. Il s'agit de faire encoder incidemment ou intentionnellement des items très fortement associés les uns les autres, mais l'item qui est le plus fortement associé n'est pas présenté lors de l'encodage. Or, bien sûr, c'est un paradigme qui va susciter, même chez un sujet jeune, eh bien, des intrusions, c'est-à-dire des faux rappels et des fausses reconnaissances. Donc, on pouvait par contre, et c'est pas que nous, hein, d'autres auteurs peuvent se dire que finalement, il n'y a pas toujours de corrélat entre des personnes qui font beaucoup de faux souvenirs ou peu de faux souvenirs avec le paradigme DRM, qui est souvent un paradigme qui utilise des mots, et finalement, les faux témoignages dans la vraie vie, par exemple. Donc, il manque un côté peut-être prédictif écologique. Alors, nous avons donc décliné en réalité virtuelle ce paradigme et donc on a fait naviguer les sujets. Alors là, il s'agissait pour nous d'un encodage intentionnel et il y avait des stands avec des fruits, des légumes, il y avait des magasins avec des vêtements, avec des instruments de musique. Donc, d'une manière, voilà, bien sûr, la personne devait essayer d'apprendre le maximum d'items possible. Et bien sûr, il n'y avait pas l'item prototypique de chaque catégorie qui était vu dans l'environnement. Donc, je vais vous montrer un tout petit extrait. Alors, vous voyez que là, nous ne sommes pas dans une réalité virtuelle très immersive, puisqu'il s'agit de présenter sur un grand écran avec une manette. Néanmoins, en regardant avec des échelles de présence, eh bien, on est avec un niveau satisfaisant de niveau de présence avec cet outil, notamment chez les personnes âgées qui finalement aiment encore plus que les jeunes, qui eux peuvent être plus critiques, d'autant plus qu'ils ont l'habitude de jouer à des jeux très sophistiqués. Donc voilà, vous avez là c'est un stand de fruits. Je vais passer. Donc voilà, vous avez plein de stands, mais vous avez aussi des magasins. Donc il y a eu un rappel libre et après il y a eu une tâche de reconnaissance. Donc ce que l'on a montré pour résumer, c'est que, et ça c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément facile à montrer avec un paradigme de type classique DRM, que les faux souvenirs sont très contextuels. Donc il n'y a pas seulement le fait de se rappeler du quoi, mais également du faux contexte en fin de compte. Alors, soit un contexte qui est inféré des items qui appartiennent à la même catégorie, par exemple, mais aussi des items, des contextes qui sont complètement inventés, puisque, bien sûr, par exemple, si je vais rappeler des citrons et que les citrons n'ont pas été présentés lors du visionnage, le contexte que l'on va rappeler ne peut être que faux par rapport au fait de voir des citrons. Et donc, on voit que chez les sujets âgés, les faux souvenirs sont encore plus contextualisés que chez les sujets jeunes. Et alors que chez les vrais souvenirs, c'est le contraire. Les jeunes sont beaucoup plus contextualisés que les âgés. Et fait très intéressant, c'est que finalement, les personnes âgées sont tout à fait persuadées et elles sont vraiment en recollection, c'est-à-dire elles revivent mentalement le fait d'avoir vu un objet ou un légume qu'elles n'ont jamais vu, alors que les personnes jeunes sont déjà plus dans la supposition, dans le doute ou dans le savoir. Donc, on voit que phénoménologiquement, les faux souvenirs et les vrais souvenirs n'étaient pas le même. Donc, ça a apporté des choses de plus par rapport à certains paradigmes donc, en standard. Alors ça, c'était pour le côté, on va dire, écologique. Maintenant, je vais essayer de m'interroger à l'autre point que je trouve le plus intéressant pour ma part, c'est justement l'approche incarnée de la mémoire épisodique. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans la recherche scientifique non virtuelle, l'approche incarnée de la mémoire épisodique est encore assez rare, on va dire, et donc ça permet d'autant plus de poser fondamentalement les tréteaux de peut-être des modélisations nouvelles, ou en tout cas des données nouvelles sur l'encodage en mémoire épisodique et la récupération en mémoire épisodique. Dans ce champ de littérature, vous avez finalement deux types de chercheurs. Vous avez des chercheurs qui ont développé une approche incarnée de la cognition, donc considérant que même les représentations ne sont jamais
très abstraite, elle conserve toujours, par exemple, la trace de l'utilisation de cet objet, par exemple, dans la trace. Donc, il y a toujours une incarnation, même dans les concepts les plus abstraits. Donc, vous avez Laurence Barsalou ou Bernard Hommel qui, eux, prônent vraiment cette approche très incarnée de la cognition, et notamment dans le domaine de l'encodage en mémoire épisodique, mais sans utiliser des paradigmes, on va dire, écologiques. Et puis, vous avez les chercheurs qui s'intéressent à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle comme Giuseppe Riva et Mel Slater, qui, eux, s'intéressent plutôt à, par exemple, la conscience de soi corporelle et comment l'immersion dans un environnement virtuel peut permettre de modifier ou d'améliorer ou de réduire cette conscience de soi corporelle. Donc, finalement, il nous fallait et il nous faut finalement réunir ces deux domaines de la recherche pour essayer de proposer une nouvelle approche de la cognition incarnée de la mémoire épisodique à l'aide de la réalité virtuelle. Donc, quand on parle d'approche incarnée, d'une part, ça nous permet d'aller au-delà de la mémoire épisodique de laboratoire vers la mémoire épisodique de la vie réelle. Et en plus, qui dit incarnation dit référence à soi. Donc, référence à soi corporelle, mais aussi référence à soi en tant qu'intérêt de ce que je vis pour moi-même. Et donc, Gallagher, par exemple, va distinguer deux types de soi, donc on pourrait dire deux types de référence à soi. Donc, une référence à soi plus minimale, donc qui passe plus par l'incarnation corporelle, et donc on verra que ça peut être l'agentivité, la perspective, et puis aussi le sentiment d'appartenance corporelle, et puis le soi narratif, c'est-à-dire le fait d'être interpellé par ce que l'on vit, parce qu'il y a une résonance par rapport à moi, ça me caractérise, j'ai des souvenirs associés. Donc, un autre type de référence à soi, les deux étant des références qui permettent d'étayer la trace mnésique. Donc, je vais ici… comment il me reste? Ah, d'accord, ok, très bien. Ok, merci. Donc, je vais passer en revue et assez rapidement ces trois aspects, puisque nous sommes intéressés à ces trois aspects. L'intérêt, bien sûr, c'est en modulant la perspective, l'embodiment et le sentiment d'action, on sait que l'on va moduler le sentiment de présence et donc que la personne va vraiment être immergée dans l'environnement comme elle serait dans la vraie vie. Donc, premier type d'étude que nous avons réalisé, c'est le contrôle de l'action et donc son rôle sur l'encodage en mémoire épisodique. Il y avait déjà pas mal d'études qui s'intéressent à la mémoire des actions. On sait que si on demande à quelqu'un de peler une banane versus de lire la phrase « je pèle une banane », il va beaucoup mieux consolider l'action qu'il a réalisée plutôt que la phrase qu'il a lue. Donc ça, il y avait tout un champ de littérature, mais avec des éléments qui ne sont pas des épisodes de la vie quotidienne. Donc, on s'est posé la question des épisodes de la vie quotidienne. Et pour ce faire, en intra-sujet, on a donc placé des sujets actifs ou passifs, mais d'une manière assez naturaliste, puisqu'ils étaient soit conducteurs, soit passagers d'une voiture virtuelle. Et donc, ils se baladaient dans une ville et ils assistaient à des événements comme, par exemple, un accident de voiture. Et donc, on a pu montrer, en comparant des sujets âgés sains, des sujets pré-Alzheimer et des personnes Alzheimer, que en actif, les performances de binding étaient meilleures qu'en passif et qu'on arrivait à distinguer avec ce type d'études, par exemple, les patients pré-Alzheimer par rapport aux patients contrôle, alors qu'en utilisant, et dans ce papier, on avait utilisé le Grober et Buschke, qui est un des étalons pour tester la mémoire épisodique chez les personnes âgées, on n'avait aucune différence. Donc, le message, c'est de dire que l'action fortifie l'encodage en mémoire épisodique et notamment les capacités de binding.
On a réalisé plus de choses puisqu'on a également montré qu'il n'y a pas que l'action, on va dire, sensorimotrice, mais aussi l'action psychologique, c'est-à-dire la décision, le fait de contrôler, de décider où l'on va dans l'environnement, par exemple, même si on n'agit pas, eh bien, fortifie également la mémoire épisodique. On a vu voilà, sur les jeunes âgés. Donc récemment, avec une méta-analyse comparant donc avec la méthode Prisma, la revue de littérature sur le sujet, on montre bien que globalement, lorsqu'on est actif dans un environnement virtuel, eh bien, les performances en mémoire épisodique sont meilleures que donc si on est passif, et notamment chez les personnes âgées, d'où l'intérêt de développer des méthodes de prise en charge suscitant l'action chez les personnes âgées. La localisation également de soi, donc je rappelle qu'il y a des études qui s'intéressent à l'effet de référence à soi en faisant encoder des adjectifs de façon notamment incidente et de demander un traitement, est-ce que ça vous caractérise ou pas, et généralement on montre que les personnes jeunes, les personnes âgées, même Alzheimer, bénéficient de cet encodage incident qui passe par le soi. Également, on sait que ça active des régions particulières comme les régions du cortex préfrontal, donc c'est tout à fait intéressant, mais néanmoins, c'est assez loin de paradigme de la vraie vie. Donc, on s'est intéressé récemment à est-ce que dans la vraie vie, il y a des effets de référence à soi? Est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour améliorer l'encodage incidents dans la mémoire épisodique de personnes âgées, par exemple. Donc, on a créé en collaboration avec Alain Berthoz au Collège de France, la version virtuelle du quartier latin. Et donc, les personnes que nous avons immergées étaient soit des habitants du quartier latin, donc il y avait une référence autobiographique avec le quartier latin, soit ils ne connaissaient pas le quartier latin autrement que dans les médias, donc il n'y avait pas d'incidence autobiographique. Et puis également, on a manipulé l'autre type de référence à soi, plus minimale, celle-là, c'est-à-dire se mettre en première personne, donc je vis moi-même les événements, ou alors je me mets dans les pieds de l'autre, dans le corps de l'autre, et donc je me mets à la place d'un avatar et j'essaye de voir ce que vit l'avatar. Donc, on a joué sur la perspective de soi et d'autrui. Et donc, là aussi, eh bien, on a montré qu'il y a des effets comparables des deux types de références à soi sur la mémoire des événements donc vécus dans l'environnement, donc des événements qui bien sûr sont des événements nouveaux dans l'environnement. Il ne s'agissait pas des landmarks, donc des éléments qui sont toujours là. Et puis aussi des effets additionnels, c'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement familier et en plus vous êtes en première perspective, alors vous êtes encore plus détaillé pour la mémoire de vos événements et pour les repères égocentriques. Donc là aussi, ça suscite beaucoup de perspectives dans le domaine notamment de l'aménagement des territoires, par exemple, ou l'aménagement des personnes âgées, par exemple, pour essayer d'améliorer leur mémoire épisodique dans la vie quotidienne et donc leur autonomie. Je finirai là-dessus sur le body ownership, qui est donc le dernier élément sur lequel on travaille de plus en plus. Et donc, je vous rappelle qu'il y a l'illusion de la main en caoutchouc, qui est très connue. Et donc, l'équipe de Slatter, en premier, a montré que l'illusion de la main en caoutchouc est une illusion qu'on retrouve très bien en réalité virtuelle. Alors, on le retrouve à la fois seulement sur une partie du corps, mais également sur le corps entier. Alors, je sais que vous aurez des conférences cet après-midi là-dessus, donc je vais passer vite. Je vais... Oui, seulement 2 secondes. C'est ça. Voilà, donc il s'agit d'incarner le sujet dans un avatar et donc le fait que le sujet puisse montrer qu'il y a synchronie entre ses mouvements et le mouvement de l'avatar va lui donner un sentiment d'appropriation de l'avatar et d'avoir vraiment l'impression qu'il est incarné dans l'avatar. Donc il y a des méthodes et je sais qu'on va vous en parler cet après-midi, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, on s'est intéressé à contraster différents types de conditions. Donc, une condition de navigation, toujours le même principe, avec des événements saillants, donc implicites, donc soit en étant incarné dans un avatar,
soit en étant en contrôlant les mouvements de l'avatar, mais sans être incarné, soit en étant complètement, on va dire, passif, puisque le sujet, la navigation étant contrôlée par l'expérimentateur. Et la version intermédiaire aussi, c'est le déplacement est également contrôlé par l'expérimentateur, mais le sujet est quand même incarné, il est quand même dans son avatar et il peut quand même accompagner les mouvements grâce à ces mouvements de son corps qui sont représentés dans l'avatar et dans l'environnement. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a donc une action sur le sentiment de présence. Alors, ici, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est surtout la faible immersion qui a un sentiment de présence moins important et il n'y a pas vraiment de différence statistique entre les deux. C'est pour cela qu'avec un étudiant, on est en train d'améliorer donc ce paradigme pour vraiment essayer d'être très incarné dans la condition immersive. Néanmoins, comme vous pouvez l'observer d'une manière très nette, la reconnaissance des événements suscités par un sentiment de recollection, donc qui caractérise la mémoire épisodique, eh bien, augmente avec le sentiment d'incarnation et donc avec la condition très incarnée. Donc là aussi, qui peut être aussi une piste très intéressante de montrer comment la conscience de soi corporelle participe également à l'encodage en mémoire épisodique. J'ai presque fini. Alors, bien sûr, là, pour le coup, nous ne sommes pas les premiers à avoir fait ça. Donc, notamment, Erson, qui travaille beaucoup sur la conscience de soi corporelle, en 2014, a déjà réalisé des études où il a montré que lorsqu'on encode une situation réelle, pour le coup, là, ce n'était pas une situation vécue en réalité virtuelle, en première perspective, où finalement, on a un casque de réalité virtuelle, ou alors on voit dans le casque de réalité virtuelle, eh bien, la même scène, mais comme si on était sorti de son propre corps, donc en troisième personne, eh bien, il montre bien que c'est la condition en première perspective où on a le mieux encodé les détails de la situation et que ça se répercute d'un point de vue neural avec une activation plus importante au niveau de l'hippocampe. Alors, plus récemment aussi, il y a une équipe à Lausanne, donc l'équipe de Olaf Blanke, qui travaille aussi beaucoup sur la conscience de soi corporelle et donc qui réalise des études et là, pour la mémoire des objets, et notamment, il a donc comparé, alors ça c'est un papier de 2019, mais il y a d'autres papiers depuis, donc une condition, vous voyez qu'on est incarné dans un bras virtuel versus il n'y a pas de représentation de son corps dans la situation, et il montre que lorsqu'on fait une reconnaissance des objets, eh bien, on est meilleur lorsqu'on a été incarné que lorsqu'on n'a pas été incarné, mais dans leur papier, ils ne trouvent ça qu'avec un rappel différé et pas en rappel immédiat. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut poursuivre ces travaux, c'est ce qu'on fait dans le laboratoire. Avec une mémoire des événements, pas une mémoire des objets, et puis également donc avec vraiment une incarnation dans un avatar entier. Donc, vous avez un poster qui parle donc de l'intérêt de la réalité virtuelle pour la conscience de soi corporelle. Donc ça, c'est voilà, dernière étude qui vous sera présentée cet après-midi aussi, c'est utiliser l'incarnation, différents types donc d'actions. Donc, pour essayer de mieux comprendre les caractéristiques de l'embodiment, comment ça peut manipuler l'encodage de la trace mnésique et éventuellement manipuler aussi la trace par l'incarnation dans votre propre corps, mais avec 40 ans de plus. Donc ça, c'est une étude qu'on est en train de réaliser et qui vous sera présentée cet après-midi, seulement l'ébauche puisqu'on est en train de commencer. Voilà, j'en suis à ma conclusion. Donc, sur le plan théorique, je pense, j'espère vous avoir persuadé que la réalité virtuelle n'est pas uniquement pour faire uniquement de l'écologie et du moderne, qu'elle a vraiment une utilisation, on va dire, de modélisation plus incarnée, naturaliste de la mémoire épisodique, et donc en lien avec la conscience de soi, donc qui est difficilement réalisable avec d'autres types de paradigmes de laboratoire. Bien sûr, les perspectives sont d'aller vers des dispositifs hautement immersifs et interactifs. Et sur le plan clinique, donc ça va
de nouvelles méthodes donc de stimulation et d'évaluation pour essayer donc de bien sûr distinguer les sujets sains de patients pathologiques aux différents âges de la vie, et notamment on s'intéresse beaucoup aux patients où il y a une interaction entre les troubles de mémoire épisodique et les troubles de la conscience de soi, par exemple comme dans l'autisme et dans la schizophrénie avec une collaboration avec l'INSERM. Donc, nous avons réalisé des jeux de prise en charge, comme le jeu Réval, c'est le jeu Mathurin, qui sont là pour stimuler les compétences cognitives, notamment associées à la mémoire épisodique, mais nous n'avons pas encore mis en place de programme utilisant la conscience de soi corporelle pour améliorer l'encodage en mémoire épisodique. Et donc ça, c'est le projet qui se met en place dans le laboratoire. Les limites, parce qu'il faut être honnête, la cinétose est possible, hein, donc il y a un pourcentage de personnes qui voilà, ont le mal de la réalité virtuelle. Donc il faut le savoir qu'à peu près 10% hein, des personnes, mais il va falloir arrêter l'expérience parce que ils ne se sentent pas très bien. Donc il y a ce biais, bien sûr. La haute technicité, on va de plus en plus vers une technicité de pointe, et donc ça demande des ingénieurs de pointe. Et puis là, bien sûr, tout ce qui est de pointe, ça change très vite. Donc on peut être obsolète très rapidement. Donc ça, c'est quand même un des difficultés. Et autre difficulté, il y a encore peu d'études de validation psychométrique sur des grands groupes, puisque finalement, ça évolue tellement vite que souvent, les chercheurs n'ont pas le temps de recueillir suffisamment donc de données pour vraiment caractériser toutes les valeurs psychométriques d'un tel outil. Donc, notre programme de recherche actuellement est vraiment de capter et de modéliser la mémoire dès l'encodage, avoir des mesures implicites, explicites, multimodales, hein, donc réponse électrodermale, cardiaque, EEG, donc d'incarner de plus en plus le sujet dans des avatars. Donc c'est vraiment, on va vers une cognition, une approche très incarnée de la mémoire épisodique, toujours dans les perspectives cliniques. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. J'ai un peu débordé, mais bon, c'est un peu mon habitude. Je suis un peu bavard. Et je remercie bien sûr tous les personnes de mon laboratoire, notamment ceux qui travaillent avec moi sur la mémoire épisodique. Donc, je peux citer Valentina Lacorte, je peux citer aussi Marco Sperduti, je peux aussi citer donc d'autres collaborateurs comme Sophie Blanchet, qui travaille aussi sur la mémoire épisodique. Bien sûr, citer nos ingénieurs, hein, puisqu'on est très dépendants d'eux, comme vous avez compris. Donc, Alexandre Gaston-Bellegarde, qui est aux manettes de cette journée, et Eric Oriol, qui donc pilote la plateforme Virtualia. Et puis, bien sûr, notre secrétaire gestionnaire et aussi tous les étudiants. Donc, j'ai disons, privilégié quelques étudiants qui sont plus impliqués dans ce projet de recherche, ce programme de recherche que j'ai pu vous présenter pendant cette présentation. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pour cette conférence d'ouverture particulièrement riche, passionnante, merci de votre rapport. Nous avons pris un petit peu de retard au début, donc j'ai invité notre assemblée à profiter d'une pause café, donc à rejoindre la galerie des amphis. Et on va limiter, je dirais, la pause café à 10 minutes. Donc, dans la galerie des amphis, je vais pouvoir enchaîner, donc après. Merci. On essaie tout de suite, là. Je suis juste.